Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseaux. C'était à prévoir, mais c'est aujourd'hui la dernière fois que je vous parle de notre héros de l'hiver 2026, soit le rouge-gorge familier. Au moment où je vous parle, ça fait malheureusement plus d'une semaine que l'oiseau n'a pas été revu à la mangeoire qu'il fréquentait. À l'époque qu'il la fréquentait, évidemment, ça faisait le plus grand bonheur des ornithologues qui suivaient ses péripéties. Mais est-ce que vraiment, malheureusement, est le bon terme ici? Évidemment, les observateurs d'oiseaux sont tristes de ne plus voir un oiseau qui leur a procuré une pareille joie, mais pour l'oiseau, ce n'est pas nécessairement triste. Parce que, alors que le début du mois d'avril amène à Montréal la fonte de la neige, des températures plus douces, il était presque assuré que tôt ou tard, l'oiseau allait repartir en mode exploration. À ce moment de l'année, son départ est probablement lié à une plus grande facilité pour lui de se nourrir dans la nature qui l'entoure. Il n'a donc plus besoin de visiter la mangeoire qui lui avait été aménagée. On lui souhaite en tout cas de passer un beau printemps et un bel été, et qu'il a bien mérité grâce à sa résilience. L'actualité ornithologique et le printemps sont telles que le départ d'un oiseau vedette laisse heureusement de la place à d'autres vedettes potentielles qui pourraient aussi faire tourner les têtes et attirer les foules. Alors que je vous parle, un caracara huppé a ainsi été observé à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il s'agit d'un rapace originaire d'Amérique centrale et du Sud très impressionnant, tout juste à l'ouest de la ville de Québec. Si cet oiseau reste en place pour un petit moment, gageons que plusieurs feront le déplacement à nouveau pour aller le voir. En parlant de déplacement, c'est aujourd'hui un voyage sonore qu'on vous propose avec la rencontre de Thibaut Quinchon. Thibaut vient nous présenter Traverser le vent, un documentaire qu'il a réalisé pour RFI et que j'ai eu la chance d'écouter. Grâce à ce documentaire et à notre conversation, vous aurez peut-être la chance de vous évader sur la côte nord pour un instant. Pour avoir vu la quantité de neige encore présente à cette île dans une discussion vidéo pas plus tard que ce matin, je vous dirais que même pour les gens de la Côte-Nord, ça constituera au minimum un voyage vers le futur et le printemps qui devrait y être arrivé d'ici, on espère au moins au mois de mai. Et c'est ce qu'on souhaite à nos auditeurs de la Côte-Nord. Avant de continuer, pour que les gens qui nous écoutent puissent se faire quand même une idée de ce dont on parle, je vous propose d'aller écouter la bande-annonce que Thibaut nous a fournie. Et d'ailleurs, Thibaut qui nous a aussi fourni des sons qu'on va pouvoir intégrer à la balado. Donc, si vous entendez des sons d'oiseaux en arrière-plan sonore de la balado-diffusion, tout ça, c'est des sons enregistrés par Thibaut. S'intéresser à la migration des oiseaux, c'est tenter de résoudre les mystères de notre esprit voyageur. Marcher sur les chemins du vent, c'est imaginer son corps traverser des continents. Survoler les montagnes, c'est parcourir l'univers dans la plus grande des libertés. Sur les ailes d'une paruline, je nous vois infimes, grains de sable dans une mer de vie. Je nous imagine impalpables, faisant fi des obstacles de l'ordinaire. Cet état d'être est une manière d'élargir le champ des possibles, de croire en l'existence du lointain, de rêver le surroi. Ce vent du sud-ouest nous guidant vers le nord. Moi, la migration des oiseaux, c'est ce que j'aime le plus en ornithologie. C'est vraiment ce qui me fait réveiller le matin. Que ce soit une migration de corneilles ou de goélands, de trucs hyper communs. J'aime mieux voir une migration que de voir un oiseau qui est rare, puis qui se promène à côté, puis qui bouffe.
Je sais pas pourquoi, quand je vois un groupe de merles, de 200 merles qui passent au-dessus de ma tête, je viens fou, puis j'aime vraiment ça. Alors, je suis maintenant avec Thibaut Quinchon, que je retrouve à Saint-Damien, dans la Naudière. Thibaut, tu te décris comme un artiste audio-naturaliste. Pourrais-tu commencer peut-être par nous dire un peu quelles différentes casquettes tu portes? On va parler ensuite de l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, mais juste ça, déjà, la description d'artiste audio-naturaliste, qu'est-ce que ça comprend exactement? Dans le fond, artiste, audio-naturaliste, c'est comme s'intéresser au son de la nature, dans le fond. C'est une forme de naturalisme dédiée à l'audio, au paysage sonore. Donc ça, c'est une part qui fait que je me suis intéressé dans les dernières années aux enregistrements sonores du vivant et beaucoup les oiseaux, parce que dans le monde vivant, ceux qui chantent le plus, ce sont les oiseaux. Puis artiste, parce qu'après, avec ces enregistrements sonores-là, souvent je fais des créations artistiques de différents types, dont du documentaire, ce qui va être le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai fait des œuvres un peu qu'on appelle électroacoustiques, donc un peu des sons de la nature transformés pour faire des musiques ou des choses comme ça, donc il y a comme tout un penchant. Mais j'ai fait aussi beaucoup de vulgarisation sur l'écologie sonore, donc aussi intégrer le sujet du son dans une prise de conscience sur l'environnement, on va dire. Alors, donc, c'est comme si, d'une certaine façon, tu utilisais ton matériau, qui est l'audio naturel, pour toutes sortes d'activités sur un long spectre entre le scientifique et le artistique, finalement, et un petit peu tout ce qui se trouve entre les deux. OK. Justement, alors aujourd'hui, tu es là pour nous présenter Traverser le vent, qui est produit par RFI, Radio France Internationale. Et moi, je l'ai écouté, j'ai eu la chance de l'écouter. Peut-être que j'aimerais d'abord que tu nous dises exactement qu'est-ce que c'est Traverser le vent, parce que pour quelqu'un de l'extérieur, même si on peut apprécier, c'est assez difficile à classer, en fait. Alors peut-être décris-nous un peu qu'est-ce que c'est Traverser le vent. Il me semble que j'aurais été curieux de savoir comment tu arrives à le classer, mais je vais me lancer. Je peux dire, alors c'est comme à la fois un documentaire, une immersion sonore, ça parle de science, ça parle d'humains, ça parle d'oiseaux. Il y a un côté presque carte postale, dans le sens absolument noble du terme, pas carte postale quétaine ou quoi que ce soit, mais vraiment quand même une ode à la Côte-Nord. En tout cas, je ne sais pas comment toi, tu qualifierais ça. Je trouve ça assez bien qualifié. Effectivement, ça reste un documentaire sonore, un documentaire radiophonique. Que j'aime bien dire des fois, c'est que moi, je fais du documentaire sonore comme pour un film, on peut faire du documentaire de... Oui, comme il y a des grands documentaristes qui font du documentaire une œuvre vidéo qui porte finalement. C'est-à-dire pas seulement le documentaire comme à la télévision qui est strictement informatif. C'est ça que tu veux dire, ouais. C'est une espèce de proposition artistique. Là, je perds un petit peu le terme. Là, documentaire d'auteur, c'est ça que je veux dire. Ok, d'accord. En fait. Et parce que, en fait, pour moi, c'est toujours important de traiter d'un sujet, d'aller au bout du sujet, d'apprendre des choses aux gens, surtout liées à tout ce qui est l'environnement naturel. Après ça, mon but, et je pense que l'audio a ce pouvoir-là de faire voyager les gens. Donc, le côté carte postale que tu donnes, pour moi, c'est essayer d'amener les gens à sortir, à voyager, à la rencontre du territoire, en fait. C'est vraiment ça. Et là, en l'occurrence, avec les oiseaux et la migration des oiseaux. Mais voyager sur le territoire, pour moi, c'est aussi directement lié au témoignage, aux humains qui y vivent et qui l'habitent. On a tous cette sensibilité-là au récit. Les gens qui sont sur place s'y intéressent, connaissent mieux le territoire. Donc, pour voyager, il y a les sons de la nature, mais il y a les gens qui le racontent, en fait. On peut peut-être mentionner, donc c'est une œuvre quand même assez consistante. Je crois que ça dure pas loin d'1 heure. Et évidemment, les gens qui sont au cœur de tout ça, c'est les vedettes humaines, disons, du reportage. Ce sont les gens de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, plusieurs personnes qui y travaillent, que les gens du milieu ornithologique québécois connaissent bien parce qu'évidemment, on fréquente l'Observatoire, etc. Mais donc, ce sont des gens, des figures bien connues au Québec. Et puis, j'avais envie de te demander, déjà, comment ça t'était arrivé, cette idée-là? Pourquoi
choisir Tadoussac? Pourquoi choisir la migration? Comment cette idée-là a germé? Puis comment ça s'est concrétisé? C'est intéressant parce que c'est vraiment directement lié à l'ornithologie en fait, parce qu'un un projet précédent, je l'ai fait plus loin sur la côte nord, en Mangani, qui a été un peu comme un projet du genre, mais un peu plus évasif sur le paysage sonore de Nord-Côtier, de Mangani à la fin de l'été. Et là-bas, j'ai rencontré notamment Christophe Buydin, que j'avais interviewé. Et à ce moment-là, j'étais en période de migration automnale. Et je me souviens qu'il me disait, on parlait, ça m'avait intrigué beaucoup, la migration des grives qui voyagent la nuit, notamment. J'avais appris ça à ce moment-là. Et là, il me disait, là, il y a plein d'oiseaux pour qui c'est intimidant de traverser le fleuve. Donc, ils arrivent au golfe, en fait, plus à ce niveau-là. Puis là, ils longent la côte et ça fait que Tadoussac, c'est un espèce d'entonnoir, en fait. Et quand il a dit ça, moi, comme j'aime répertorier, documenter les paysages sonores et des phénomènes naturels, je me suis dit, je pense qu'il y a comme un sujet à traiter ici. Tu sais, j'ai suivi, en fait, d'un projet à l'autre. Ça m'a amené à dire comme, à Tadoussac, il y a l'air de se passer quelque chose d'intriguant, en fait, qui vaut la peine d'être étudié. Comment est-ce que ce projet-là a progressé? C'est-à-dire que, évidemment, on imagine bien, pour produire un documentaire de cette longueur-là, c'est comme je disais, c'est presque une œuvre, je sais pas comment dire, une œuvre radiographique, par, disons, comme cinématographique, mais donc, de cette longueur-là, j'imagine quand même, ça doit se faire en plusieurs étapes. Est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais faire une œuvre aussi longue ou... Parce qu'on entend souvent à la radio, on imagine bien un reportage de 10 minutes sur la question, quel genre de forme ça prendrait. C'est assez difficile de s'imaginer à l'avance qu'on va être capable d'avoir du matériel pour faire une heure. Comment ça a grandi, ce projet-là? Est-ce que tu savais déjà dès le départ la longueur que tu voulais que ça prenne? Oui. Et finalement, j'ai pas respecté la longueur. À la base, conceptuellement, je m'étais dit, je vais faire mettons 45 minutes sur la migration printanière et un 45 minutes sur la migration automnale. Okay. Après ça, il y a plein de choses qui sont arrivées et le contenu est arrivé comme ça. Et après, on fait des choix artistiques et éditoriaux et tout ça parce que dans le fond, moi, je pense que j'aurais eu tendance à faire ça plus long. Parce que j'aime le ralentissement, j'aime offrir aux gens des périodes d'écoute de paysages sonores. Après ça, avec RFI, mais je pense que pour des questions d'audience, c'était mieux. De toute façon, on a condensé un petit peu, en fait, on va dire. Si ça peut te rassurer, évidemment, nous, on n'est pas... moi, je suis ornithologue et là, tu parles à un podcast où on parle aux ornithologues. Il n'y a aucun doute que les ornithologues, on en aurait pris plus. Dans le sens où, moi, ça n'avait pas l'air trop long. Je me suis dit, j'aurais continué à écouter les paysages sonores encore plus longtemps, mais je peux concevoir que pour le grand public, peut-être qu'il y a quelque chose qui est... On est un peu plus frileux, disons. Mais c'est très intéressant, puis je serais presque curieux d'avoir un avis, parce que justement, j'ai essayé de naviguer là-dedans, parce que moi, je suis pas autant ornithologue que des ornithologues qui sont qui font ça à l'année longue, mettons, on va dire ça, mais j'aime quand même ça, puis j'ai des bases, donc j'ai vraiment essayé de pouvoir rendre ça intéressant pour les ornithologues quand même, dans un certain sens, et au grand public. Donc, tu sais, il y a eu un jeu de... Ouais, il y a eu du jeu là-dedans. C'est certain. Moi, c'est une collègue à Québécoiseau qui m'a un peu aiguillé sur ton documentaire. Et puis, elle a adoré ça aussi, qui venait juste de l'écouter. C'est certain qu'en plus, tu nous prends dans un moment de grande vulnérabilité parce que début avril, avec l'hiver qu'on a eu, c'est vrai. Aujourd'hui, demain, il prévoit encore -8. Donc, les oiseaux chantent pas en ce moment. Et là, c'est certain que à partir du moment où ça a commencé là, dans le documentaire, tous les chants d'oiseaux, là, c'était comme... J'aurais voulu être à Tadoussac. Là. C'est un grand moment d'enthousiasme. On entend ça, puis on se dit « c'est extraordinaire quand même. Mon Dieu que j'ai hâte. » Donc, c'est certain qu'on en aurait pris plus, parce que là, évidemment, nous, on entend tous ces oiseaux-là. On sait exactement à quoi ça fait référence. Moi, je suis allé à Tadoussac à quelques reprises. Je suis allé au festival, qui est en automne, mais je suis allé sur la Côte-Nord souvent. Fait que là, tout de suite, moi, les images me sont venues en tête. Puis là, je me suis dit, j'ai quand même hâte. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça. Moi, je m'en vais sur la Côte-Nord encore une fois cet été. Puis là, tout de suite, je me dis, quand même, c'est formidable, la Côte-Nord. J'ai hâte. J'en aurais pris plus. Ça, c'est certain. C'est un bon moment aussi dans l'année pour écouter ça, oui.
Et je trouve ça intéressant et fascinant, justement, le pouvoir cognitif, quelque part, des chants d'oiseaux sur notre système. Oui, c'est parce que c'est le printemps, mais tu sais, il y a eu des études qui sont menées sur les bienfaits des sons de la nature sur notre système nerveux, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. J'aimerais peut-être qu'on parle du processus d'enregistrement même des oiseaux, parce que le documentaire est plein de chants d'oiseaux. Il y a énormément d'extraits, plein qu'on reconnaît. Il y a des oiseaux qui sont mis en vedette de façon spécifique. On ne vendra pas trop le punch avant le documentaire. Mais sinon, il y a aussi des paysages sonores qui sont composés de plein d'espèces. Ce qu'on imagine nous être un chant de l'aube quand les oiseaux se réveillent un peu en même temps puis qu'on entend plein d'espèces autour de nous. Et je me demandais déjà, premièrement, est-ce que tous les chants d'oiseaux qui sont dans le documentaire, c'est toi qui les as tous enregistrés? C'est toi qui as tout enregistré ça? Sauf peut-être mais bon, en tout cas, là, non. Oui, c'est pas mal moi qui ai tout enregistré, oui. Wow, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des chants d'oiseaux sans arrêt pendant tout le documentaire. Ça fait partie de mon processus de création, en fait. C'est extrêmement important pour moi. C'est quand tu dis l'aspect carte postale, c'est que moi, je m'en vais sur un territoire pour enregistrer ce territoire-là et les êtres vivants qui y vivent. Et je veux retranscrire ça. Tous les projets que j'ai faits de documentaire jusqu'à présent, c'est des enregistrements faits sur le lieu. C'est comme je niaise pas avec ça d'une certaine manière. Il y a c'est là de l'aspect de documentation du paysage sonore. Donc c'est pas un collage d'extraits de Xenocanto enregistrés aux quatre coins de l'Amérique du Nord. Là. C'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Ah ouais, parce qu'il y en a beaucoup. À combien de temps t'as passé sur la Côte-Nord comme ça pour enregistrer tout ça? J'y suis allé, si je dis pas de bêtises, à 4 reprises, par période de 10 jours, quelque chose comme ça. Ah oui, ok, fait que ça donne une idée entre cause auditeurs. La prochaine question que j'allais poser, c'est est-ce que tu superposes des extraits ou lorsqu'on entend des choses se passer, c'est-à-dire c'est plusieurs oiseaux, ou il y a vraiment des moments où c'est presque cacophonique, il y a tellement de chants en même temps, je me suis demandé si ça correspondait à un site précis où on entendait tout ça ou... Ça dépend des moments. Il y a des superpositions, mais des fois, c'est peut-être plus superposition entre des bruits de vagues et des goélands. Ou des fois, dans tes passages un petit peu plus poétiques, là, il y a comme, je sais pas, les arelles cacahuis et les outardes qui passent. Et ça, c'est un montage successif de moments que j'aimais bien pour raconter une histoire. Donc oui, il y a peut-être des petites superpositions, c'est sûr. Là, parce qu'en cinéma, on triche quand même un petit peu, là, mais... Ouais. Mais ça reste, en tout cas, les sons sont incroyables. Puis, c'est quoi les défis, par exemple, associés à devoir enregistrer comme ça les oiseaux? Comment ça se déroule, ta journée? Comment tu abordes ça, débarquer sur la Côte-Nord puis enregistrer tous ces oiseaux-là? En fait... grâce à une amie artiste visuelle qui travaille beaucoup avec la nature aussi, là, j'ai compris qu'il y avait un terme qui peut être intéressant, c'est du glanage. C'est comme si je me balade, je me lève tôt le matin pour aller à certains endroits selon le rythme. Là, je suis à l'observatoire, donc éventuellement, les gens de l'observatoire me disent « Ah, là, tu risques d'avoir des choses ». Ils me donnent des endroits. Et après ça, moi, ce que j'aime dans cette démarche-là, c'est vraiment qu'en fait, la nature et les sons de la nature, dans le fond, t'as pas le contrôle. Hein, on sait bien. Même eux, ils attendent des périodes de migration des fois parce que les conditions sont bonnes, mais ça arrive pas. Puis après, ça arrive quand ils s'y attendent pas. Et donc, en fait, un des principaux intérêts pour moi dans cette pratique-là, c'est une espèce d'humilité face aux environnements naturels. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps dehors. Il faut être à la merci d'avoir des choses, de pas avoir des choses. Et des fois, ça crée des moments exceptionnels et des rencontres spéciales, des fois non. À quel moment est-ce que ta rencontre justement avec les gens de l'Observatoire est intervenue? Là, je serais curieux de savoir un peu justement c'est quoi toi, ton background comme ornithologue, parce que bon, c'est une des choses que je trouve qui est admirable dans le documentaire, c'est que l'aspect scientifique est couvert par les gens de l'Observatoire, tous des ornithologues de très grande qualité qui connaissent très très bien ça, qui parlent aussi avec éloquence de leur propre expérience avec les oiseaux, de leur propre expérience à l'observatoire. C'est comment finalement vivre la migration sur la Côte-Nord. Donc il y a un côté humain et scientifique en même temps. Par contre, évidemment, avec comme la quantité d'oiseaux différents qui sont décrits, qu'on entend finalement dans tes enregistrements, on devine que même si toi, tu ne le mets pas personnellement de l'avant,
que tu connais finalement ton sujet. C'est-à-dire qu'on entend les oiseaux, je sais pas, ça paraît que tu dois connaître ça en quelque part. Alors, c'est pour ça que je me suis demandé, toi, personnellement, quel genre d'ornithologue tu es? Comment t'es arrivé à ça? Les oiseaux de la Côte-Nord, les oiseaux du Québec, c'est quoi ton parcours personnel avec ça? Ben, un peu comme je l'ai dit au début, dans le fond, à la base, je me suis intéressé au sujet de l'écologie sonore. J'enregistrais du son, le son c'était ma passion, et là j'ai eu la réelle envie de m'intéresser au processus naturel, de travailler que ma pratique serve à la protection de l'environnement. Et comme ma spécialité, mon intérêt était dans le son, je me suis dit il faut que je lie le son à tout ça. Et après ça, de la même manière, c'est que ce qu'il y a de plus facile dans un premier temps à étudier, puis ce qui a été plus étudié, justement recherché, c'est les sons des oiseaux. Déjà commencer à reconnaître les sons des oiseaux, c'est mettre une image dessus, c'est comme... Donc en fait, pour moi, c'était une connexion avec le monde vivant et apprendre le territoire, apprendre l'environnement pour pouvoir en parler et parler des enjeux de protection de l'environnement. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à l'ornithologie, et principalement par le son. Et après ça, c'est ça, tout vient avec. Quand on connaît le son d'un oiseau, on a envie de le reconnaître aussi, puis etc. Mais donc, est-ce que quand tu es arrivé sur la Côte-Nord, tu connaissais déjà les chants, essentiellement les chants, les vocalisations de tous ces oiseaux-là à l'oreille? Pas tous. Tu sais, je pratique pas assez pour être imbattable. Là, quand la saison des parolines arrive, là, ça me prend un petit temps de... Je sais pas s'il y a vraiment... Il y a très peu d'ornithologues qui n'ont pas besoin d'un petit peu de... Ouais. Qui sont pas rouillés quand la saison des parolines recommence. Moi aussi, je suis comme... c'est laquelle, celle-là, déjà? Mais oui. Ben, du coup, je connaissais quand même pas mal et je connaissais la plupart, mais je me rends compte que justement, à naviguer dans des différents territoires, il y a d'autres types d'écosystèmes, il y a d'autres espèces, et en fait, j'en apprends tout le temps. L'arel cacaoui, je le connaissais pas vraiment, tu sais, son chant, moi dans la forêt, dans la Naudière, même des éders à duvet, j'en entends pas vraiment, et donc tu sais, c'est ça, je continue, c'est un apprentissage perpétuel en fait. C'est certain, nous aussi, c'est la même chose. Moi, je suis pas tellement loin de la Naudière, mais c'est certain, par exemple, les vocalisations des limicoles, comme tu disais, les canards marins, il y a plein d'oiseaux comme ça qu'on connaît pas tellement bien, puis même les parulines forestières de la forêt boréale, des fois, elles passent très, très vite. Alors, on n'a pas une grande fenêtre d'opportunité pour apprendre à les reconnaître. Moi, dans mon cas, on parle de Montréal, donc c'est sûr qu'on n'a pas tant de parulines nicheuses que ça sur l'île. Mais c'est pour ça que je me demandais, en fait, donc, à quel moment est-ce que, d'un point de vue scientifique, le propos que tu voulais porter, est-ce que ça s'est clarifié en parlant avec les gens de l'Observatoire, ou est-ce que tu avais déjà un plan en tête avant de commencer? Non, c'est mon défi à moi, c'est que comme il y a cet aspect de rencontre avec le territoire dans la démarche qui est importante, souvent j'arrive peu préparé ou avec peu d'écrit. Mis à part que là, je sais plus à quel moment c'est arrivé, mais quand j'ai su... Au début, je voulais faire quelque chose sur le territoire de Tadoussac et je savais pas que ça allait être autant migration des oiseaux, parce que c'est vraiment ça le sujet quand même. Et là, par contre, je me suis dit comme, pour une fois, je vais étudier un sujet plus précisément. Tu sais, j'ai lu le livre de Maxime Zucca sur la migration des oiseaux. Pour connaître un peu le sujet, pour m'aider ensuite à écrire une voie de narration, etc. Donc, il y a eu beaucoup de recherches à travers tout ça, mais notamment Alexandre Terrijol de l'Observatoire de Tadoussac, mais les autres aussi, en discutant, m'ont permis d'orienter un petit peu mon plan. Tu sais, c'était qu'est-ce qui était important à dire sur la migration des oiseaux, qu'est-ce qui était spécifique à Tadoussac, qu'est-ce que les gens connaissent, qu'est-ce que les gens ne connaissent pas, parce que dans le fond, on a plein de clichés éventuellement sur la migration des oiseaux, et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce que le grand public peut s'imaginer. Donc, c'était comment amener cette diversité. La migration inverse, c'est quelque chose de spécifique. Donc, tu sais, c'était apporter un peu de nouveau dans ce sujet de la migration des oiseaux, en fait. Puis, il y a même des choses, finalement, je pense que c'est quand même bien mentionné dans le documentaire. Il y a même des choses qu'on ne sait pas, carrément. Il y a plein d'éléments sur la migration qui sont encore inconnus, alors qu'on a l'impression que c'est déjà, bon, ça y est, maintenant on le sait, on sait c'est quoi le chemin, il n'y a pas de problème, mais c'est pas exactement le cas. Je serais curieux parce que tu parles justement de clichés. Il y avait quelque chose de moi, en tout cas, qui m'a amusé, ou je me suis posé la question, en fait, à quel moment est-ce que RFI est venu dans le portrait? Alors, évidemment, je te cacherai pas que moi, quand on a un contact avec les Français, avec les gens outre-Atlantique, très souvent, les Français nous disent ils connaissent 3 villes au Québec, puis c'est Montréal, Québec
et Tadoussac. Parce que c'est l'idée qu'on se fait, les Français, ils disent « Ah ben, on est allé au Canada, on est allé au Québec, on a vu Montréal, on a vu Québec, on a vu Tadoussac, ils viennent voir les baleines, ça les fascine. » Et puis tant mieux, en même temps, je veux dire, c'est fantastique de voir les baleines à Tadoussac. Alors, est-ce que ça a aidé à vendre le projet? Est-ce que RFI était derrière toi dès le départ? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, c'est des choses qui sont dégoupillées au fil du temps. C'était pas mal mon projet. J'avais une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. Okay. Et après ça, il y a un programme que j'ai appliqué, que j'ai trouvé de l'Office franco-québécoise pour la jeunesse, okay. pour aider au développement d'œuvres artistiques en collaboration avec la France et le Québec. Et j'étais en train de construire ce projet-là, et c'est là que moi j'avais comme un contact à RFI, parce que bon, j'avais déjà reçu des messages d'eux autres par rapport à un festival à Brest que j'avais participé, et donc j'ai écrit en disant « Hey, je cherche un partenaire en France, j'ai ce projet-là, ça marche ou ça marche pas, ça passe ou ça casse. » Ah ouais, et bon, ouais. Et donc, je suis un peu arrivé avec l'argent sur la table, quelque part. Tu sais, j'ai fait les démarches, puis j'ai dit, dans le fond, vous embarquez, moi, je vais faire les demandes de subventions, et voilà. En tout cas, moi, je trouve toujours ça intéressant, c'est les espèces de jeux en arrière aussi, comprendre comment les projets peuvent parvenir. Enfin, justement, un projet comme ça, ça doit être un peu difficile, non, de recevoir des subventions. On sait, moi-même, je travaille dans le milieu des arts aussi, et puis on sait que des fois, les gens aiment les cases bien nettes. Ils aiment quand ça rentre bien dans la bonne case, puis que c'est vraiment évident qu'est-ce qu'on regarde. Ils aiment, ça c'est une peinture, ça c'est un film, ça c'est ci, ça c'est ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves qui est difficile dans ton quotidien, parce que tu es un peu inclassable, entre guillemets, je sais pas, de dire à quelle demande de subvention ça correspond, à quel organisme il faut faire la demande? À quel organisme et tout ça, non, parce que maintenant c'est plus établi. J'ai la chance d'avoir réussi à obtenir quelques subventions, d'avoir eu une reconnaissance, si on veut, dans ce que j'ai fait. Mais ce qui est plus difficile dans le classement, c'est la diffusion après. Un projet de création sonore, ça se vend pas bien. Il y a pas de marché à travers tout ça. Déjà, c'est difficile pour du film, mais du film, tu peux appliquer à plusieurs festivals. Éventuellement, tu peux avoir des diffusions dans des cinémas d'auteurs, etc. Mais dans ce qui est sonore, c'est mis en ligne ou éventuellement, en tout cas, c'est difficile d'avoir des droits de diffusion et tout ça. Et donc, voilà, je suis un peu pris par, une fois que le projet est fait, comment je le diffuse. Mais j'arrive à avoir quand même du soutien. Et là, pour ce projet-là, j'ai été très chanceux, notamment. Ah oui, puis donc, ça me peut mener justement à cette question-là. Comment est-ce qu'on peut écouter Traverser le vent? Eh bien, il est sur les plateformes de balado, de podcast, via notamment la plateforme de RFI, Radio France Internationale. Vous pouvez le trouver sur leur site internet. Je pense même qu'il doit être sur Spotify, Apple Podcast, etc. Okay. Et spécifiquement dans le son, c'est que idéalement, il faut l'écouter avec des écouteurs tels qu'il est proposé là, parce qu'il est fait en son binaural. Et le son binaural, c'est un son immersif grâce à des écouteurs. Ça reproduit l'écoute de l'oreille humaine, et en fait, ça permet d'avoir une sensation d'avoir des sons qui viennent de devant et de derrière, etc. Donc, il y a cette technologie-là qui a été utilisée. Ah, ok, je suis content parce que tu vois, c'est vraiment... Je savais pas cette information-là et c'est complètement par hasard, mais je l'ai écouté avec des écouteurs. Mais dans mon cas, c'est parce qu'aussi mes enfants écoutaient la télé pas loin, donc je sais pas si c'était les meilleures conditions, mais ça, quand même, oui, j'ai quand même apprécié. Écoute Thibaut, un grand merci d'avoir accepté de nous parler. Je ne peux pas trop vous recommander à tous d'aller écouter ça. Ah oui, là, j'allais suggérer aux gens de l'écouter en voiture, mais évidemment, je ne dirais pas ça, parce que lorsque quelqu'un a mis autant d'amour et de travail dans un projet audio, on ne l'écoute pas en voiture, s'il vous plaît. Pas avec des haut-parleurs de voiture affreux. On l'écoute avec... Surtout à cause du bruit qu'il y a en arrière, peut-être. Mais si vous n'avez pas le choix, faites-le. Mais dans l'idéal, attendez. Un soir qui pleut à verse, c'est ça. Que là, il n'y a pas d'oiseaux dehors, vous mettez vos écouteurs, vous vous asseyez confortablement, vous prenez un verre et vous vous plongez là-dedans. C'est vraiment fabuleux. Et puis, tous aux oiseaux, par contre, vous avez l'autorisation d'écouter en voiture. Ça, il n'y a pas de problème pour notre podcast, mais pas Traverser le vent, s'il vous plaît. On écoute, on prend 1 heure de notre temps et on s'arrête. Et vous allez voir, on est transporté sur la côte nord et on apprend plein de choses. C'est vraiment un super beau travail.
Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Et voilà, c'est tout pour Tous aux oiseaux. Le Festival des oiseaux de Rimouski aura lieu cette année du 26 au 31 mai. Inauguré en 2019, le Festival des oiseaux de Rimouski célèbre la richesse ornithologique de la région en proposant une variété d'activités accessibles à tous. Durant 6 jours, le festival met en valeur des sites d'observation exceptionnels et permet aux passionnés d'oiseaux, aux familles et aux curieux de découvrir une grande diversité d'espèces et d'habitats. Organisé en collaboration avec des expertes et des experts et des organismes locaux, le festival offre une expérience immersive qui allie observation, apprentissage et plaisir tout en soulignant l'importance de la nature et de la conservation. Une occasion unique de vivre la migration printanière au cœur d'un environnement spectaculaire. Cette année, le festival vous propose des sorties, des croisières, un quiz, des projections de films, des activités pour les enfants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour plus d'informations, consultez le site du festival au rimouski.org/festival. Alors que la migration commence à prendre une bonne vitesse de croisière, je suis déjà excité à l'idée que la prochaine fois qu'on va se parler, ce sera le 15 mai en plein dans le gros de l'action. D'ici là, je vous souhaite de vraiment profiter du printemps et surtout, je vous souhaite de bonnes observations.